Bonsoir les Itata et bienvenue dans votre émission de nouveau ce soir. Vous êtes les bienvenus. Alors ce soir, nous allons toucher à quelque chose de précieux. Ce soir, nous tenterons de comprendre si la solidarité, le bénévolat peut unir notre pays. Nous avons des mots qui sont importants. Ces trois mots, ce sont des valeurs qui sont plus que des mots en fait. D'ailleurs, ces mots prennent ancrage dans notre histoire, dans notre culture et aussi dans notre littérature. D'ailleurs, Édouard Glissant a dit quelque chose de très important. Il dit que l'identité n'est pas une essence, mais l'identité est une relation. La relation, c'est la main tendue, c'est l'aide apportée à ceux qui en ont besoin. Chez nous, ça prend la forme d'un sachet de mango, ça prend la forme d'un fouillis à pain que le voisin nous donne, ou encore l'aide apportée à celui qui est plus démuni que nous. Ce soir, nous avons 4 invités. Nous vous remercions, messieurs, d'être là. Avec vous, nous tenterons de répondre à cette question, la question du soir, et nous tenterons de voir comment est-ce que aider l'autre peut être aussi bénéfique pour l'autre que pour soi. Bonsoir à vous 4 encore une fois. Vous êtes tous les 4 engagés à votre propre manière, on dira ça comme ça, et vous faites des actions concrètes sur le terrain que vous nous expliquerez dans un instant, et vous êtes évidemment au service de l'humain, au service du Martiniquais. Je vais commencer par vous, Monsieur Marie-Magdeleine. Bonsoir, Monsieur Claude Marie-Magdeleine, merci d'être là. Vous êtes avec le PINS qu'on reconnaît, vous êtes vice-président de la Croix-Rouge française en Martinique. Très jeune, vous dites ces quelques mots pour vous présenter à nos Itata, nos téléspectateurs qui vous regardent, qui nous regardent. Vous étiez très jeune, toujours sensibilisé à l'injustice et à la souffrance. De fait, vous dites une chose importante, la misère, c'est une injustice. La misère en elle-même est une injustice. Donc, vous avez intégré la Croix-Rouge qui a 7 principes bien distincts que je vais vous laisser nous présenter tout de suite. Tout à fait. Donc, effectivement, j'ai intégré la Croix-Rouge il y a une quinzaine d'années, en fait, mais j'ai toujours été depuis mon jeune âge, en fait, dans le secteur associatif, toujours impliqué, parce qu'effectivement, j'ai toujours ressenti très jeune cette espèce de sentiment d'injustice face à la misère. Et je disais que je me rappelais dans les années 60, quand j'avais 10 ans, 15 ans, effectivement, je vivais comme une injustice, tout ce qui était autour du racisme. À l'époque, on parlait beaucoup de discrimination raciale, on parlait d'apartheid, etc. Et je sentais viscéralement quelque chose en moi qui refusait. Et je crois que la misère, c'est un peu la même chose. Quand on parle de racisme, ou qu'on parle de misère, c'est aussi une injustice sociale, sociétale même, j'allais dire, et c'est même quelque chose de violent. Moi, c'était une forme de violence, et très tôt, je me suis engagé dans le bénévolat, et j'ai voulu aider les autres, mettre à bas la misère, et tenter de trouver des solutions aux problèmes sociaux que rencontre la population. Et vous nous direz dans un instant comment vous vous y prenez. Merci à vous encore, Monsieur Marie-Magdeleine, d'être là. Je me tourne vers vous, Monsieur Eugène Jean-Michel Mangata. Vous dites, Monsieur Mangata, vous êtes connu sur les réseaux, hein, très, très connu, et par les actions que vous menez, que vous avez menées, que vous menez encore aujourd'hui. Et pour vous présenter, vous avez choisi de me transmettre 2 phrases qui sont les suivantes. Comment donne-t-on de sa personne après en avoir perdu la plus grande part ? La première phrase, et vous dites ensuite, on offre ce qu'on est quand on ne peut offrir ce qu'on a. Une façon de refuser les bruits de nos silences. Voilà. C'est magnifique. Merci. Alors, que faites-vous concrètement aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais? J'écoute les gens, je parle avec eux, j'échange avec eux, et puis je me sers surtout de mon expérience personnelle pour leur montrer qu'il y a toujours une autre voie, que c'est toujours possible, parce qu'au-delà de ce qu'on donne dans le matériel, il y a aussi ces bouts de volonté qu'on transmet et qui permettent aux gens de remonter, de continuer à marcher, à aller, de construire l'après. Parce qu'il y a la chute, il y a le constat de la chute, et puis après, il faut construire un après. Un après, il faut savoir pourquoi on veut aller de l'autre côté, où on doit continuer. Il y a des gens qui restent assis sur le bord de leur vie et qui la regardent passer parce qu'ils n'ont pas envie d'aller plus loin, ils n'ont pas de motivation.
Et moi, j'essaye de leur donner cette motivation, de leur dire, D'accord. il peut y avoir un après, il suffit que tu le construises, Super, que tu l'inventes. vous nous direz ça dans un instant. Merci, Monsieur Mangata. Monsieur Willy Guiteau est avec nous ce soir. Vous vous présentez de la manière suivante. Vous êtes serviteur de Dieu, transmetteur d'énergie positive et humaine. Et vous organisez des distributions de paquets alimentaires tous les 15 jours, ce qu'on appelle des maraudes. Qu'est-ce qu'une maraude pour nos Itata? Et bonsoir à tous. Merci de m'avoir invité à cette émission. Alors, qu'est-ce qu'une maraude? Déjà, la maraude, ça se passe en amont. On va récolter des énergies. Qu'est-ce que j'appelle l'énergie? Recherche tout ce qui est dans le cadre de l'alimentation, tout ce qui est des produits secs, des liquides, de quoi cuisiner un repas pour avoir un déjeuner. Mhm. Et lorsqu'on a tout ça, on se rend compte que le jour de la distribution, on fait l'enséchage des paquets et on va redistribuer à Fort-de-France pour une centaine d'SDF et des petites familles également. Alors, j'ai lu un article qui a été écrit sur vos activités et qui disait que vous alliez jusqu'à mettre vos propres deniers dans ces maraudes. Vous ne trouvez pas de sponsors? C'est difficile de trouver des sponsors autour de vous? Alors, on est une association, mais en même temps, on n'est pas vraiment figé par les sponsors. Au D'accord. fait, on était un collectif avant. Et pourquoi j'appelle énergie, transmission d'énergie? Parce que on peut toujours avoir besoin le soutien des collectivités. On n'est pas fermé. Mais j'aime bien aller chercher les énergies pour la redistribuer. C'est-à-dire c'est à travers les réseaux sociaux, on peut demander une boîte de sardines, une boîte de pâtes, une bouteille d'eau. Ça, c'est tellement fort d'aller dire, je vais me donner, de puiser dans mon énergie pour aller chercher cette énergie, pour les ramener pour eux. Parce que c'est trop facile de dire, monsieur me donne, et je récupère. Je préfère à travers les réseaux sociaux bien marcher. Monsieur me dit, bon, eh ben, on a des bouteilles d'eau à vous offrir, mais si je vais à Chamfort, c'est trop facile comme on dit, voici 800 bouteilles, puis voilà. On n'a pas mouillé le maillot. Donc la base, c'est ça. Mais on n'est pas fermé. Voilà. Et les Martiniquais donnent? Je ne vais pas cacher, c'est difficile. Des fois, j'ai l'impression que le cœur est en béton, qu'on n'a pas envie d'y croire, tout le temps qu'on n'a pas peut-être un proche impacté. Voilà. Moi, je pense que c'est ça. Et comme monsieur disait, c'est la misère, la pauvreté, si on est quelqu'un de fragile, c'est difficile. Mais il faut y aller jusqu'au bout. Comme Jean-Michel disait, il faut aller jusqu'au bout. Oui, vous la touchez de près, la misère. Des fois, on dit, parce que moi, mon investissement, il faut le voir pour le corps. Moi, j'étais à Reims, j'étais au 15 de France. J'ai été dans des petites îles faire des maraudes seul ou accompagné. Donc, je sais qu'est-ce que c'est. Prendre un billet d'avion, partir faire des maraudes, voir comment on baigne des SDF dans un camion douche coiffure, je sais qu'est-ce que c'est. Mais comme je dis, il faut venir voir. C'est pas qu'on le voit assis là, et puis qu'on dit ou bien qu'on va dans une maison, on dit, ah, ces gens-là, non, il faut aller discuter avec eux. Un bonjour, comment vas-tu? Ça, c'est de l'énergie. Et puis, on n'a pas besoin d'une grosse quantité. Une boîte de sardines égale 1 euro. Une boîte de pâté fait 1 euro. Une bouteille d'eau 33 cents fait 1 euro. Ensemble, tu vois. Voilà. D'accord. Merci, Monsieur Guiteau. Formidable. Je me tourne vers vous, on va retourner vers vous et puis surtout que nos téléspectateurs sachent comment vous contacter s'ils veulent participer aussi au maraude. Monsieur Johnny Pateri, bonsoir Monsieur Pateri, merci d'être là également. Donc vous êtes directeur de la cohésion sociale à l'Espace Sud et vous portez une politique publique dans le cadre du logement qui s'appelle la LDA, c'est ça? Alors LDA, le logement d'abord. Oui. C'est bien ça, qui a pour but de lutter contre le sans-abrisme. Alors, je ne connaissais pas ce mot que vous m'avez transmis, le sans-abrisme et le mal-logement. Vous êtes également là ce soir pour parler de la nuit de la solidarité qui aura lieu pour la première fois en Martinique le 27 juin de 18h à 22h. Donc, 4 heures sur cette tranche horaire sur 3 communes, Ducos, François et Sainte-Luce. Alors, Monsieur Pateri, qu'est-ce que cette nuit, cette fameuse nuit de solidarité, de la solidarité? Ben, en fait, c'est faire ce que Monsieur Guiteau, Willy ou Monsieur Guiteau. voilà, fait et fait déjà.
et poursuivent, je veux dire, des pratiques de solidarité qui existent depuis longtemps en Martinique Voilà. et sur ces sujets-là, hein, mais portés par l'action publique. C'est-à-dire ce que couramment on dit collectivité territoriale et État. En l'occurrence, sur la question du sans-abrisme, c'est une manière de bien nommer les choses. Nous avons des Martiniquaises et des Martiniquais qui sont dans la précarité. Alors, ce n'est pas un phénomène qui est nouveau, puisque, bon, quand même, rappeler que les premières enquêtes sur la question du sans-abrisme datent de 1999. Donc, Louis-Félix Osier-Lafontaine, une première, une autre qu'il fait donc sur l'ensemble de la Martinique, il en identifie plus de 700 avec différents niveaux. Et à ce moment-là, il décide de nommer ça les errants. Mais on peut s'interroger sur cette appellation errant. Au fait, c'est un jugement. On y en drive. Qui ça on y? Ben non, c'est quelqu'un qui a connu un moment de rupture dans sa vie qui peut être soit lié à la toxicomanie, soit c'est une femme, on l'a peut-être mise dehors. Enfin, plein de situations qui font que vous vous retrouvez sans hébergement, donc vous n'êtes pas logé et vous dormez dehors. Oui. Vous êtes dans la rue. C'est ça, le sans-abrisme, c'est le fait de ne pas mal nommer la situation de la personne. D'accord. Donc, les Canadiens disent itinérant, parce que celui qui dort dans la rue, il va dans un endroit aller chercher à manger, peut-être rencontrer M. Guiteau, peut-être aller le rencontrer pour avoir une cigarette, donc il va bouger. Mais il n'est pas un errant. Donc depuis les années 90, hein, il y a des politiques publiques qui se sont mises en œuvre, donc d'abord portées avec l'appui de l'État, donc des associations se sont emparées de la question. Donc l'une d'entre elles qui a été la plus connue, c'est l'APEX, qui était menée par Mme Moni. Ensuite, cette association, elle a, comment dirais-je, n'a pas pu poursuivre son activité. Et donc, l'Assise SAMU Social s'est créée donc, en 2002. Donc, moi, je suis membre fondateur de l'Assise SAMU Social, que je laisse en 2008. Donc, membre fondateur avec Joseph Baltide, donc, qui était donc, à ce moment-là un responsable de la DAS, donc son milieu d'origine. Donc, vous avez devant vous cette forme de militantisme de l'action publique, mais de l'action associative. Donc, bénévolat doublé donc, des agents publics qui s'engagent pour un certain nombre d'actions que vous allez en retrouver dans le milieu sportif, culturel, mais vous allez aussi en retrouver dans le milieu de la solidarité, le milieu social. Très bien. Alors justement, cette nuit de la solidarité, concrètement, sur le terrain, elle va se passer comment? Alors, la nuit de la solidarité. Donc, la première nuit de la solidarité s'est faite en 2018, donc pas en Martinique. Donc, c'est lié à une démarche qui consiste à dire, bon, il faut mobiliser Monsieur Tout-le-Monde pour qu'il sache ce que c'est que la misère, qu'il ne s'arrête pas à ce qu'il voit, ou peut-être au moment où il a assisté à une scène de crise ou de violence, pour qu'il dise, monsieur, c'est des beaux gars problèmes. C'est des gens qui n'y savent pas qu'à aller bien en tête. Et donc, ils sortent dans cette déstigmatisation, donc pour dire que, bon, ouais, les personnes qui sont à la rue, c'est parce qu'elles l'ont voulu, c'est de leur responsabilité. Et donc, nous devons, ce qu'on entend souvent. Alors, c'est cette, je dirais, il faut assister à un renversement de l'imputation de la responsabilité. C'est-à-dire qu'on dit à ceux qui sont pauvres que c'est de leur faute. Ça, c'est une philosophie, hein. C'est une philosophie que l'on retrouve souvent aux USA et qui traverse le monde. Et pour qu'on puisse dire, s'il est dans cette situation-là, c'est qu'il l'a voulu, il doit pouvoir s'en sortir. Et donc, vous savez que, bon, aux USA,
pour que vous puissiez avoir une aide sociale, il faut que vous puissiez prouver le fait que ce n'est pas de votre faute que vous vous retrouvez dans la rue. Ce qui n'est pas le cas en France et dans certains pays européens, où, effectivement, ce qui a été inventé, c'est l'État social, c'est-à-dire une intervention publique qui vient apporter à la fois de la solidarité et dire que ça ne relève pas de l'individu, parce que nous devons amener cet individu à vivre dans une société et à accéder à l'égalité. Je vous voyais acquiescer à ce que disait M. Pateri. C'est un peu ce que je disais. C'est pour ça que je parlais de violence sociale. Parce que, effectivement, la personne qui se trouve dans cette situation, elle vit dans un isolement social, elle est souvent humiliée, méprisée, infériorisée, et effectivement, la faute lui revient. Je veux dire, sa situation, finalement, malgré le fait que ce sont les conditions de vie qui font qu'à un moment donné, elle se retrouve quelque part, en fait, on considère que c'est de sa faute. Voilà. C'est ça. C'est presque une forme d'agression quelque part vis-à-vis de l'individu, et du coup, il est souvent rejeté, souvent méprisé, ignoré, et souvent, il se trouve dans une situation où, moralement, il se trouve encore plus bas, simplement parce que la société ne prend pas en compte ces éléments-là. D'accord. Comment vous définissez, messieurs, question transversale, comment vous définissez la solidarité aujourd'hui en Martinique? Alors, moi, Pas assez présente Alors, oui, mais alors, moi, je dirais qu'il y a... je la vois de deux façons, en fait. Il y a d'un côté, il y a la charité, et de l'autre côté, la solidarité. La charité, c'est quand tu fais quelque chose pour quelqu'un. Et la solidarité, c'est quand tu fais quelque chose avec lui. Quand tu le fais acteur de ce qu'il devient. Pour en revenir aussi aux propos précédents, la culpabilisation de la personne qui est dans la rue par la société, qu'on dit c'est de sa faute, pour avoir vécu ça de l'autre côté de la barrière, j'ai constaté que c'était pour la société une façon pour elle de se dédouaner de son incapacité à pouvoir appréhender la difficulté de l'autre. Pour dire je ne suis pas responsable. Alors qu'en vérité, la pauvreté des uns est aussi de la responsabilité des autres. Parce qu'il y a ce manque de solidarité qui fait qu'à un moment donné, on voit l'autre qui chute et on tourne les yeux, on va regarder ailleurs, plutôt que de lui donner un coup de main et de l'empêcher de s'enfoncer trop. Tu vois, c'est pas que à la Martinique, hein. C'est général, hein. Mais c'est aussi en Martinique où, moi je vois, j'ai des gens qui, le matin, enfin moi ça m'est arrivé, on me donnait de l'argent, on me disait va pas faire de bêtises avec, alors que tu sais que je suis dans la rue et que c'est pas ce que tu vas me donner qui va me faire sortir de la rue. Donc ne te leurre pas, ne viens pas me dire va pas fumer avec ça, va pas faire ça avec ça, va pas... Parce que tu sais très bien que je ne pourrai rien en faire de positif. C'est pas assez pour que je leur fasse quelque chose de positif. Et c'est juste ce qui va me permettre de ne pas être pire que ce que je suis, que là où je suis. Mais l'errance, comme on l'appelle et tout, c'est la société qui décide que c'est une faute, que c'est une tare, que c'est un péché. On le voit comme ça. Ça permet à la société de se dédouaner, de se dire voilà, c'est pas de ma faute. Alors qu'en vérité, c'est un problème social. C'est un problème sociétal, l'errance. Voilà. Monsieur Guiteau, dans votre action avec votre association, quels sont les freins que vous rencontrez? Peut-être un manque d'investissement, un manque de bénévoles, parce que le bénévolat aussi, cette forme d'entraide, est-ce que c'est de plus en plus rare? Je vais rebondir tout avant par rapport à ce qu'ils ont dit tous les deux. Je vous en prie. Tous les trois. On dit que c'est de leur faute s'ils sont devenus comme ça, mais je pense que c'est parce qu'on ne va pas assez vers eux pour en savoir un petit peu plus. Il y a quelque temps, j'ai remarqué que certains démunis que je portais mon énergie, que je ne les voyais plus, et je me suis posé la question, est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'ils ont été récupérés ou autre? Et c'est les temps derniers, dans une partie professionnaliste que j'ai, je les ai vus en psychiatrie. Alors il y a quelque chose ça m'a touché parce que la partie psychiatrie est encore plus difficile que ce qu'ils voient dehors. Et des fois, on juge, mais comme je vous dis, qu'on ne va pas
jusqu'au profond, on ne sait pas pourquoi cette personne est là. Donc, qui dit toxicomanie, qui dit pauvreté, qui dit psychiatrie, il y a beaucoup de choses, mais quand on ne va pas vers ces personnes, ça ne va jamais nous toucher. Et un autre système de pauvreté qu'on n'en parle pas, c'est la pauvreté cachée. Celui des fois qui est à l'extérieur reçoit 1 euro, 2 euros, un sandwich, de quoi se restaurer. Mais à la pauvreté intérieure, c'est ceux qui sont chez eux, mais qui n'ont vraiment rien. Un réfrigérateur vide, des fois ils ont vraiment rien, des verdis gris dans le réfrigérateur. Vous voyez, mais il faut le voir pour le corps. Mhm. Et des fois, ça sonne de bouche à oreille. Parce qu'il y a des ils sont un petit peu, comment dire, renfermés. Et si on ne va pas vers, ils vont jamais faire le pas pour aller. Ils sont fiers aussi, peut-être. Mais voilà. Mais moi, ça me touche, mais je serai toujours là. Tout le temps que je pourrai y être, j'irai vers ces gens. Alors, pour revenir sur votre question, les choses, je pense, qui va freiner notre activité, c'est un local. Ça fait 7 ans qu'on fait cette activité. L'association n'a pas de moyens. On a créé l'association, c'est pour avoir pour pouvoir être plus connu et voir si on pouvait acquérir certaines choses. Déjà, on avait besoin d'un local. Ça fait 7 ans qu'on n'a pas de local. Soit on fait l'enséchage dans la rue, sur un trottoir, ou des fois, on nous prête une salle 2 heures. On nous prête une salle au Tiercéville 2 heures juste pour faire la préparation de 8 heures à midi. Mm. Mais sinon, on est livré à nous-mêmes. Donc ça, c'est une première chose, parce qu'on aurait un local, on allait pouvoir avoir de quoi restaurer sur place. Si je vois quelqu'un qui a faim à l'instant T, je ne vais pas lui dire qu'il faut attendre dimanche. Moi, je sais que j'ai un stock, je peux aller prendre une boîte, un truc tout de suite pour pouvoir le restaurer. Des fois, je vois sans chaussures, il n'y a pas de vêtements. Tout le monde veut me donner des vêtements, mais je le stocke où? Alors, je profite, Monsieur Guiteau. Si vous êtes sur Fort-de-France et que vous avez un local qui ne vous sert de rien, je vous en prie, appelez-nous au 06 96 116 416. C'est mon numéro. Vous m'appelez et je transmettrai à Monsieur Guiteau. Merci. Parce qu'il y a des projets. J'ai écouté tout ce qu'ils ont dit. Moi, je me dis même, est-ce qu'il ne faut pas qu'on se réunisse, voir si on peut faire des choses ensemble? Parce que par rapport à la Croix-Rouge, et ce qu'il a dit, je crois, c'était le SAMU social. J'avais un projet que j'ai vu qui est déjà arrivé en Guadeloupe. C'est ce que je vous ai dit que j'ai vu à Reims, niveau 15 de France, c'est le camion douche coiffure. Moi, c'était l'un de mes projets d'avoir un camion pour pouvoir les baigner, avoir un bénévole de coiffeur ou coiffeuse pour pouvoir les coiffer, pour avoir une image. Nous, on a fait une fête, on n'a pas pu faire cette année, mais l'an dernier, on a fait une belle fête le 31 décembre. On avait le grand ballet de la Martinique qui est venu danser pour les démunis à Fort-de-France. On a pu restaurer tout le monde, on a offert des cadeaux. Vous voyez, on essaie de faire des choses. Mhm. Mais on demande des fois, voilà. Mais est-ce que vous avez des bénévoles, des personnes qui vous aident? C'est quand même important que vous ne soyez pas seul dans cette Non, action. nous sommes dans l'association, nous sommes une trentaine. Ah oui, quand même. Bon, on n'est pas tous actifs, mais nous sommes une trentaine. D'accord, d'accord. C'est difficile de convaincre, messieurs, vous, monsieur Marie-Magdeleine, au sein de la Croix-Rouge. Vous avez beaucoup de bénévoles qui donnent de leur temps et de leur argent, un peu de leur personne. On n'en a pas assez. Je crois que c'est un véritable problème. C'est un problème de toutes les associations aujourd'hui. On manque de ressources humaines. Nous ne sommes pas assez nombreux. On a énormément, évidemment, compte tenu de la situation sociale, économique de la Martinique, on a des besoins partout. Des besoins aussi bien alimentaires, vestimentaires, que dans le décrochage scolaire, l'illettrisme, enfin, toutes ces situations dont la Croix-Rouge s'occupe, effectivement, on aurait besoin de beaucoup plus de bénévoles. C'est difficile aujourd'hui, le bénévolat est en pleine mutation. Voilà. Autrefois, on avait des bénévoles. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile d'en avoir parce que le bénévole aujourd'hui, il est dans une situation beaucoup plus ponctuelle. Il a une réponse qui est assez ponctuelle. Le bénévolat aujourd'hui s'est modifié. La mutation, c'est qu'effectivement, ça se professionnalise de plus en plus. Voilà, il faut maîtriser le numérique. Enfin, voilà, il y a un certain nombre d'éléments qui fait qu'aujourd'hui, c'est difficile. Or, on a énormément de besoins, on a énormément de dossiers dans les tiroirs qu'on ne peut pas ouvrir pour l'instant parce qu'on manque de bénévoles. Et monsieur a raison,
on manque de bénévoles, on manque d'argent. On va peut-être y venir. L'État se désengage. On a un manque de subventions, on a un manque de moyens et on manque d'espace également, on manque de locaux. Très difficile. Quand vous n'avez ni ressources humaines, ni locaux, ni moyens, c'est difficile et c'est une frustration parce que c'est quelque part pour nous aussi une souffrance de ne pas pouvoir répondre à une attente de la population. Voilà. Et puis je voulais revenir sur ce qui a été dit au niveau de la solidarité, puisque vous avez posé la question de la solidarité. Je pense qu'elle existe encore. Nous, on en est la preuve. On le voit tous les jours. Hein, à la Croix-Rouge, on fait des quêtes, on fait des collectes. Ben, la semaine dernière, nous étions dans tous les centres commerciaux à faire des collectes. Elle existe. Mais en fait, en même temps, on est dans une société où tout est précarisé. En fait, on est dans une précarisation. Et en fait, les gens souhaitent aider. Ils viennent d'ailleurs vers nous. Ils nous encouragent. Mais en même temps, ils sont eux-mêmes dans des situations un peu de précarisation. Quand vous arrivez le 20 du mois, quand on a fait la collecte, on s'est retrouvé avec des gens qui disaient « mais on veut vous aider, mais nous-mêmes, on est en difficulté ». Vous voyez, donc en fait, c'est ça. Je ne pense pas que le sentiment de solidarité a disparu. On le voit quand même, on le voit. On le voit quand les gens viennent vers nous et nous parlent, il y a cette solidarité qui existe, mais effectivement, les gens n'ont plus les moyens d'être aussi solidaires qu'avant. C'est ça. Ouais, pour surenchérir, effectivement, je suis actuellement en formation de médiateur social et je fais mes périodes de stage au CHRS de l'Assise, derrière le Parc Floral. Et chaque jour, je vois des gens qui viennent. Des particuliers hein, qui viennent, celui-là vient avec un sac de linge, celui-là un jardin, il vient avec des fruits et légumes, celui-là a acheté, a été faire des achats à Leader Price ou à quel magasin, avec des boîtes de pâtes et des boîtes de sardines, du pain de mie, des trucs. Ils viennent et ils déposent ça à l'Assise. C'est pas assez pour le nombre de résidents, mais chaque jour, pratiquement, il y a des gens qui viennent. Donc, l'élan de solidarité, il existe. Il y a 2-3 ans, j'ai adhéré à une association, enfin, on avait créé une petite association qui s'appelait les Réparateurs de Brèche. Et on venait tous les dimanches, on faisait une vingtaine de repas et on les distribuait tous les dimanches. Et je me suis rendu compte que, même au temps où moi j'étais dans la rue, le dimanche, enfin le week-end, il y a pas mal de petites microstructures, je dirais, qui ne sont pas forcément officielles, de personnes qui décident à un moment donné de créer un élan de solidarité et qui vont vers les démunis, qui vont donner... Celui-là va donner à manger, celui-là va donner 2 t-shirts, celui-là va donner des choses comme ça. Et on voit qu'il y a cette solidarité désordonnée. Voilà, parce qu'elle est un peu dans tous les sens. Elle n'est pas désorganisée, elle est désordonnée parce c'est une solidarité impulsive, émotionnelle. Il y a des gens qui, à un moment donné, soit parce qu'ils le vivent dans leur famille, soit parce qu'ils sentent ils ont besoin de faire quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose, voilà. Et je crois que, surtout en Martinique, depuis 5 ans au moins, je vois que ça, de manière sauvage, de manière intempestive, la solidarité, elle pousse un peu comme des fleurs ou des champignons, et de l'un à l'autre. Alors, nous, notre association, enfin les Réparateurs de Brèche, on n'a pas tenu bien longtemps parce que déjà on était basé aux Trois-Îlets, donc il fallait venir à chaque fois. Tout ça, bon, ça a été un peu compliqué. Il y a beaucoup d'associations qui perdent la foi aussi. Enfin, parce que on a du mal à les récupérer, à les... Sur le long terme, ce n'est pas aussi évident. Voilà. Monsieur Pateri, alors, on vient de l'entendre, hein, finalement, l'entraide fait partie de cette forme d'identité collective qui nous caractérise. Chez vous, à l'Espace Sud, en tant que directeur de la cohésion sociale, et surtout pour cette nuit du 27 juin qui arrive, qui participe? Alors, les Ducosset, on sait que c'est Sainte-Luce, Ducos et François. Alors, ce sera Monsieur Tout le Monde. Monsieur Tout le Monde. Monsieur Tout le Monde, qu'il vienne de Fort-de-France ou d'ailleurs, et qu'il se sent concerné par le moment de témoigner de cette sensibilité qu'on a tous exprimée ici, là, et de cette capacité qu'il a à sortir de son schéma, ouais, mais ça me regarde pas, pour qu'il puisse venir à ce moment-là avec des professionnels. Comment vous allez les chercher, ces gens-là? Alors, nous avons un numéro de téléphone dont je n'ai pas
Si vous m'autorisez Bien sûr, à bien prendre, sûr. je vais vous donner le numéro de téléphone parce que je n'ai malheureusement pas retenu. Donc, c'est le 0696 09 61 75. Ça, c'est pour téléphone. Donc, 0696 09 61 75. Et puis, le site internet de l'Espace Sud sur lequel les gens vont pouvoir s'inscrire, donc espacesud.fr. Et donc, ils vont être formés. Ils vont être formés parce qu'on ne va pas non plus dans la rue. Il l'a dit. Hein. Vous êtes allé voir ce qui commence à fonctionner ailleurs. Voilà. Et au-delà de votre courage, parce qu'il faut avoir du courage aussi pour aller à la rencontre de l'autre qui est différent, Mhm. que l'on voit comme presque un danger. La première approche Hein? est importante. Donc ça, c'est important. Donc ces personnes seront formées, elles seront guidées et elles vont aller rencontrer pour... Alors, l'étape pour nous, c'est de dénombrer. On parle de la question du sans-abrisme, mais il faut dénombrer de qui on parle, de combien de personnes là, dans ce pays-là, qu'on me dit tout le temps qu'il y ait une petite île, on est incapable de me dire combien. On me sort des chiffres. Pourtant, on me dit que je vis sur une petite île et vous êtes incapable de dénombrer. Eh bien, allons-y. Et puis, il y a ceux qui sont hyper visibles et ceux qu'on ne voit pas. Ouais. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, c'est un moment qui va à la fois permettre de supporter une politique publique, donc, vous l'avez dit, Clara, qui s'appelle le logement d'abord. C'est un renversement dans les manières de faire les politiques publiques. D'accord. Avant, on vous disait, vous allez passer par le CHRS, Centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Ensuite, si vous vous comportez bien, on va vous changer de centre. Et puis, si vous avez trouvé du travail, eh bien, on va vous faire entrer dans un logement. Et ça, 40 ans de politique publique en France ont été menés. Et pourtant, le nombre de personnes à la rue n'a cessé d'augmenter. Donc, des gens un peu intelligents et des praticiens ont dit, mais attends, ça ne fonctionne pas. Il faut peut-être revoir nos méthodes de fonctionnement. Et donc, on a mis le logement au centre de la réponse, le logement et l'hébergement, au centre de la réponse à apporter aux individus. Parce que ça a été constaté ailleurs, donc aux USA, quand il y a eu des expériences qui ont été menées, en Scandinavie, enfin en Norvège, où lorsqu'on a donné à la personne, on lui a permis d'avoir un logement et qu'on a organisé autour d'elle la réponse de l'accompagnement social, elle sortait de sa situation. Ouais. Voilà. C'est pour ça que ça s'appelle le logement d'abord. Ça dit ce que ça doit faire. D'accord. Donc les personnes seront formées et ensuite, durant cette nuit-là, de 18h à 22h, seront amenés... Les bénévoles sont amenés à aller à la rencontre, à identifier et à parler avec ceux qui sont dans ces situations de sans-abrisme. D'accord. Alors une question... On n'est pas dans le travail qu'il fait, qui est celui de distribution de l'alimentation, où on n'est pas à ce niveau-là. D'accord. On est dans le premier contact. L'approche. Voilà. On est dans le premier contact. Ce qu'il a dû faire d'abord. Il faut les rassurer, c'est important. Et puis vous faites une sorte de répertoire après qui vous aidera par la suite. Par la suite. Ok, très bien. Ben, écoutez, messieurs... Parce que si on ne dénombre pas, comment on peut agir? C'est ça. Quelle forme de solidarité, selon vous, est propre à la Martinique? Autre que c'est la politique publique que vient de décrire M. Pateri, vous faites le don, les tris, alors vous faites des appels vous disiez que vous étiez dans les centres commerciaux, c'est ça? La Croix-Rouge, etc. Mais chez nous, Martiniquais, il y a bien une forme d'entraide et de solidarité qui nous est propre. La solidarité organique, c'est-à-dire liée à la famille et au milieu dans lequel on vit. Et puis, il y a les coups de main. Bon, il y a cette dimension, je dirais, historique que l'on ne cesse de répéter. Mais on est au XXIe siècle. Il
faut quand même mettre les pieds dans le plat. Il a dit les difficultés qu'il rencontre pour que ça se traduise au concret quand il s'agit de questions qui sont liées à la précarité. C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que la précarité augmente sur les années, ce que vous avez vu dans votre action sur le terrain concrètement? C'est pire aujourd'hui Tous ou les ça jours. l'était avant? Tous les jours, il y en a. Mais est-ce que ça, selon c'est vous, pire. vous réussissez à faire quelque chose? Vous améliorez la vie des gens ou... Elle augmente, c'est certain, mais en plus, elle se déplace parce que autrefois étaient en difficulté des gens qui n'avaient pas de travail. Voilà, ils n'avaient pas de travail. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui travaillent, qui ont des petits salaires, qui se retrouvent en difficulté. Des gens qui sont endettés. Ça, c'est quand même un phénomène nouveau parce que c'est une population nouvelle et il faut qu'on adapte nos réponses par rapport à ce type de population. Et effectivement, en fait, ça s'élargit. Il y a un autre phénomène aussi, en fait, c'est aussi la précarisation des personnes qui sont en situation d'isolement social. Les personnes, vous voyez, quand vous allez dans le nord de la Martinique, dans les petits villages comme ça, vous avez plein de personnes âgées qui sont seules. Il y a une espèce de désertification autour d'eux, que ce soit économique, les services de soins, etc. Et ces personnes-là se trouvent souvent en grande difficulté. Il y a beaucoup de femmes, par exemple, qui sont veuves et qui se retrouvent seules aujourd'hui. Et cette espèce de solidarité-là, c'est pas comme avant, je dirais, elle n'est pas environnementale parce que déjà les voisins, vous savez, ces petites communes se désertifient. On a de moins en moins de population. On sait que la Martinique perd énormément d'habitants et c'est un phénomène qui est quand même nouveau et qui est quand même relativement grave, c'est qu'on se retrouve avec des personnes âgées, seules, chez elles, et puis il n'y a pas de voisins à côté, il n'y a personne évidemment, il n'y a plus de services de soins, les petites boutiques là, de proximité ont disparu, etc. Et ça, c'est une souffrance nouvelle et elle s'amplifie d'année en année. La solidarité, avant, elle était, ma foi, me semble-t-il, elle était beaucoup plus spontanée. Est-ce qu'on perd ça aujourd'hui chez nous, en Martinique? Je parlais de sachets de mango, que de Je crois que némentine. c'est la difficulté de la vie. Je crois que la vie est devenue de plus en plus difficile à vivre. Pour chacun, c'est compliqué maintenant. Là où avant, on était un peu à l'aise avec un salaire, maintenant, même avec ce salaire, on n'arrive plus. On ne vit plus d'un jour à l'autre. On vit du matin au soir. C'est-à-dire que les gens en sont arrivés. Moi, je connais des gens qui travaillent, qui achètent leur repas du midi, et je les ai entendus dire je ne mange pas tout, je laisse le reste pour mon enfant ce soir. On en est là. Des gens qui travaillent, qui ne savent pas, qui n'arrivent pas. Des fois, ils sont obligés de choisir entre ce qu'ils vont acheter et l'essence qu'ils vont mettre dans la voiture. Entre ce qu'ils vont manger et la visite chez le médecin. D'accord ? On en est là. La problématique, elle est là et elle est générale. Et là, le problème de l'endettement aussi, qui est un endettement organisé. Un endettement organisé avec ses facilités de crédit qui nous mettent plus... En fait, on se rend compte qu'il y a un système qui, selon moi, gagne plus avec l'endettement qu'avec les salaires. Donc, on a plus intérêt à ce que les gens soient endettés que les gens soient à l'aise. Voilà. Et j'ai l'impression que tout est organisé autour de ça pour que certains s'en mettent plein les poches et que ce soit toujours, je dirais, plus ou moins les mêmes. Donc, ceux qui ont cœur, qui ont de la bonne volonté, qui puissent se priver de quelque chose pour le partager avec l'autre. C'est le principe de la solidarité. Mais je crois qu'il y a quelque part, il y a des gens qui abusent de ça, qui se disent de toute façon, ils vont toujours arriver à faire quelque chose. Et l'État, autant officiellement, il se désengage au niveau des subventions, mais il encourage le système associatif à faire un travail qu'il devrait faire lui-même. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, et de plus en plus qui sont faites avec les associations, ou par les associations, qu'il y a 40 ans, 50 ans, ça relevait des compétences d'État. Et aujourd'hui, et le problème en plus, c'est qu'on crée une association, comme Willy, comme tout, et puis si demain il y a un problème dans son association, c'est dans sa tête qu'on va aller chercher. Oui, bien sûr, bien sûr.
C'est dans sa En tête, tant que c'est-à-dire que président lui, d'association, c'est ça. voilà, il donne des plats, des trucs comme ça. Si demain il y a une personne qui tombe malade parce qu'elle fait un choc anaphylactique par rapport à un aliment qu'il a donné, qu'elle fait une allergie, c'est derrière lui qu'on va s'en prendre. On ne va pas chercher qu'il a pris sur son argent, qu'il a pris C'est sur ça, l'argent de ses justement. gosses pour donner à manger à cette personne. Alors, Monsieur Guiteau, merci de cette intervention qui est importante. Monsieur Guiteau, les jeunes, est-ce que vous arrivez à impliquer des jeunes dans votre association? On essaie, c'est pas évident, mais on essaie. Ils ne se sentent pas concernés? Il y en avait Miss, l'association des Miss Martinique, je crois que c'était moins de 15 ou moins de 17. Ils sont déjà venus 3 fois, je crois, faire des interventions. Non, il y en a qui sont intéressés. D'accord. Mais pour rebondir sur ce que monsieur a dit, c'était comment on dit ça, sur le surendettement. Il est aussi, mais un truc aussi, c'est l'addict à la consommation. J'ai rencontré des gens, voilà, c'est qu'ils achètent tout de dernier cri pour leurs enfants, pour eux-mêmes. Au final, il ne reste plus d'argent, ils tombent dans une pauvreté. C'est-à-dire vous allez trouver des portables à 1500 €, des paires de chaussures à 200 €, des montres, des vêtements, mais tout ce qui est nourriture, il ne reste plus d'argent pour acheter. Donc, ils sont fermés et c'est de bouche à oreille qu'on essaie d'avoir l'information pour pouvoir intervenir avec un paquet plus complet pour une famille par rapport à ce qu'on donne le dimanche. Mais Monsieur Guiteau, est-ce qu'il ne faudrait pas, sans jugement, permettez-moi, hein, je m'excuse déjà, j'espère que vous ne serez pas vexé par ce que je vais dire, mais est-ce qu'il ne faudrait pas apprendre aux gens à pêcher au lieu de leur donner un poisson de temps en temps? Parce que quand je vous entends dire que les gens achètent un portable à 1500 € et ne pas pouvoir manger après, est-ce qu'il n'y a pas une petite... Ces personnes que vous aidez, est-ce qu'il y a une formation, quelque chose? J'essaie de comprendre. C'est ce que vous voulez dire, oui, quoi. les accompagner, bien sûr. Oui, bien sûr, mais il y a des politiques d'accompagnement. Les gens doivent être mises en non, œuvre. c'est pas possible. Des fois, ils ne veulent même pas pour eux-mêmes, c'est quelqu'un qui amène pour eux. Donc Ah. déjà, ils sont déjà peur. Bien, c'est ça. Déjà à venir, comme on disait, c'est le contact qui est important. Mm. On a un slogan derrière mon truc, c'est moi c'est lumière ou c'est rayon solaire. Moi. Mm. Donc ça veut dire que moi, dans l'énergie que j'ai déjà, je te transmets et en retour, tu dois sourire, être heureux, être content par rapport à tout ce qu'on a ramené pour toi. Parce qu'il y en a qui récupèrent, mais après qui te donnent le dos. Mais oui, c'est ça. Mais comme mission, comme on dit, notre mission, on ne regarde pas ça. D'accord. Notre mission, c'est, comme ils vont tous dire, notre mission, c'est de leur porter secours, de partager les émotions, c'est de partager le cœur, c'est de faire le premier pas, c'est d'essayer de partager des moments avec eux. Parce qu'il y en a qui en ont besoin. Comme on disait, monsieur disait, les gens qui sont... Des fois, on n'est pas obligé d'aller en commune. Hein. Ils sont à Fort-de-France, cachés dans leur maison, qui n'a pas de tôle. Ils préfèrent rester dans une maison qui n'est pas couverte. Pourquoi? Parce que c'est leur chez eux. Chez eux, c'est ça. Mais pourquoi des fois on veut leur retirer leur chez eux Mhm. pour pouvoir leur donner un truc qui est bâti et qu'on n'essaie pas de les aider à réparer ce qu'ils avaient déjà. Donc, ils fuient la maison, ils vont dans la rue. D'accord. Oui. Souhaitons que vous soyez inépuisable. Non, vous savez, l'énergie, c'est comme une batterie de voiture, on la recharge tous les jours. Donc, tout ce que j'ai la nuit, je reporte la journée. Vous disiez être un homme de Dieu. Les militants dans ces différents secteurs-là. Comme vous allez retrouver, pour rester sur la question du bénévolat, donc les jeunes s'engagent dans certaines missions de service civique. Mhm. Ça a été inventé pour ça. Oui. Donc vous avez une période pendant laquelle, donc je crois qu'il y a peut-être 300 et quelques jeunes à la Martinique, entre 16 et 25 ans, me semble-t-il, ou 18 et 25, si je ne m'abuse, qui répondent à des missions qui sont données par les associations et qui vous définissent pour une période de 2 ans. Vous allez venir consacrer un temps à faire du bénévolat. En contrepartie, vous n'allez pas avoir une rémunération, ce n'est pas une rémunération. Donc, il va avoir une somme qui va vous être, j'oublie le terme technique, ce n'est pas le défraiement, mais il va vous être versé. Et donc, il y a cette forme d'engagement-là qui sont mises en œuvre. Mais il y a beaucoup de bénévoles en Martinique. Mais si on va passer en revue les secteurs dans la culture, dans le sport et dans le social, vous allez voir qu'il y a des secteurs qui sont moins pourvus que d'autres.
Et vous allez Bien voir sûr. un type de population différente. sûr. Mhm. Voilà. Je pense que ce qui est important de dire, c'est qu'aujourd'hui, le bénévolat dans notre société est essentiel. Voilà. Je veux dire, s'il n'y avait pas tout ce secteur de bénévolat dans la société française, mais aussi également ailleurs, je crois que là, on n'aurait pas ce confort-là, parce que aujourd'hui, le bénévolat, il est dans le sport. Je veux dire, si on n'avait pas des bénévoles dans le sport, je ne sais pas ce que deviendrait le sport, dans la culture, dans l'environnement, dans l'action sociale. Si je veux parler de la Croix-Rouge, aussi bien dans l'action sociale que dans le secourisme ou dans l'urgence, aujourd'hui, la Croix-Rouge est partout avec ses bénévoles. Et en fait, quelque part, la Croix-Rouge, elle est auxiliaire d'État, mais en même temps, elle fait aussi un travail que l'État, aujourd'hui, n'est pas en mesure de faire. Et en fait, on est en train de, petit à petit, finalement, de faire ce travail-là. C'est un peu ce que vous disiez à juste titre. Aujourd'hui, le bénévolat est quelque chose d'important, essentiel. C'est cardinal. Il n'y a pas plus important que ça. La société, je pense, quelque part, entre guillemets, s'effondrait si aujourd'hui, il n'y avait plus de bénévoles. Ils font tout un travail que le service public ne fait pas. Voilà, je pense que c'est ça. Je voulais également parler de quelque chose, parce qu'on parlait de la jeunesse qui s'investit dans le bénévolat. On a une expérience qui est très originale. J'avais envie d'en parler au niveau de la Croix-Rouge, parce qu'on a pris le problème à bras-le-corps, en fait. Aujourd'hui, par exemple, on a des conventions avec le rectorat, et on a aujourd'hui 17 collèges et lycées qui sont engagés avec nous dans ce qu'on appelle l'option Croix-Rouge. Ah, ça, c'est quelque chose. Et on essaye de trouver des solutions un peu innovantes aujourd'hui aux difficultés de la société. Donc, nous avons aujourd'hui 17 collèges et lycées, ça représente à peu près 1000 jeunes qui sont engagés avec nous dans leur programme scolaire. Vous avez des modules sur l'engagement, ça c'est important, sur le civisme, sur la citoyenneté, etc. Ça veut dire qu'en même temps, on est en train quelque part de faire une prise de conscience des jeunes sur ce que c'est que l'engagement, ce que c'est que la citoyenneté, qui seront peut-être, alors la relève, parce que nous on est des anciens, on est des vieux, qui sont peut-être les bénévoles de demain. Ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Ça, c'est la Croix-Rouge, ça, c'est vraiment un format Croix-Rouge, et c'est quelque chose d'important. On a même formé, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on a formé des porte-drapeaux. Ça veut dire qu'on a, on a formé des jeunes dans les lycées et les collèges à porter le drapeau lors des cérémonies mémoriales. Aujourd'hui, les anciens combattants sont des gens très âgés qui n'ont plus la capacité physique de porter un drapeau. Un drapeau, ça pèse entre 12 et 14 kilos. Je ne sais pas si vous imaginez. Et ils ne sont plus en capacité, lors de ces cérémonies-là, d'être présents. On a formé des jeunes, des lycéens, des collégiens. Ça paraît très éloigné de leurs préoccupations, tout ce qui tourne autour des guerres, comment dirais-je, tout ce qui est autour des premières guerres, des anciens combattants, etc. C'est le programme de troisième. C'est leur programme, oui. Mais ce n'est pas leur préoccupation première. On en a fait quand même des gens qui sont hyper conscients de tout ça et qui vont dans le sens d'une espèce de citoyenneté. Et ça, je trouve ça extraordinaire. C'est aujourd'hui reconnu par le rectorat au plus haut niveau. Super. On va passer tout de suite à la tribune digitale. On a très peu de temps pour y répondre. Tribune digitale. Alors, ce téléspectateur Tribune Digitale dédicacé à une question que je prends au hasard parmi les questions qui nous sont envoyées lors des appels à témoins. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez trouver Focauser sur les réseaux, notamment sur Instagram et sur TikTok, où nous partageons nos appels à témoins pour que vous soyez aussi, comme mes invités ce soir, présents sur ce plateau pour d'autres thématiques. Alors, nous posons aussi, nous demandons aux gens de poser des questions et celle-ci me paraît essentielle. Elle dit la chose suivante. La famille aujourd'hui a perdu ses repères. Il n'y avait pas autant d'SDF dans les rues il y a 20 ans, 30 ans. Que font les parents, que font les oncles de ces personnes? Vous voyez, ça c'est l'illustration type du principe de l'imputabilité à l'autre. C'est de votre faute. Mais non, c'est pas possible. C'est pas que font les parents. Le fait de se trouver en précarité, c'est
c'est des choses qui... c'est pas de chance, c'est des situations de rupture. Une personne perd son emploi, une personne est expulsée de son logement, elle n'a pas de papa, elle n'a pas de maman. Que font les parents? Ben voilà. C'est pas une question que font... Ça renvoie au fait que oui, c'est de votre faute. Si vous êtes là, c'est de votre faute. C'est le même. On est toujours dans ce raisonnement-là. Et c'est ça que nous combattons, les militants, pour dire non, c'est pas ça. D'accord. Vous parlez de celui qui a toute sa tête. Oui. Et celui qui est en cicatrice, on dit quoi? Et voilà. Et ceux qui sont... Par exemple, je vais dire, par exemple, je ne sais pas pourquoi les enfants sont partis en métropole, mais vous avez des fois une mère ou un père seul dans une maison. Tous les parents font leur vie en France. La maman est livrée elle-même, le papa est livré elle-même. Il n'y a pas d'oncle, il n'y a pas de tante, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, il ne faut pas qu'on mette tout, voilà. Je ne pense pas que c'était la bonne... Ça doit se passer comme ça. Je crois que c'est très intéressant ce qu'on dit parce qu'effectivement, là, nous, on se rend bien compte, là, dans les périodes, justement, où on va vers le public, Oui. quand on fait des quêtes, par exemple, et on échange avec les gens, voilà. Voilà. Et on entend ce qu'ils nous disent, effectivement. Il y a des gens qui viennent, qui ne nous donnent pas forcément la petite pièce qu'on souhaite, mais qui viennent à la limite presque assez méchamment, avec des mots très durs, etc., presque à la limite de l'insulte. En fait, c'est une forme de déculpabilisation. Je pense que quelque part, ça correspond exactement à ce que vous disiez. En fait, la personne, elle déculpabilise en mettant effectivement, c'est presque pas agressif d'ailleurs, en mettant effectivement sur celui qui est à terre, effectivement, la faute en fait. La faute de la société, des conditions de vie, tout ce que vous disiez, tout ce qui fait qu'à un moment donné, effectivement, une société se retrouve en difficulté. On dit que c'est souvent une faute individuelle de la personne qui n'a pas su faire. Voilà. Donc, c'est notre responsabilité collective. Je vais passer à la dernière question avant de conclure, messieurs. Qu'aimeriez-vous dire à quelqu'un qui hésite à tendre la main, soit à quelqu'un dans la rue ou à rentrer dans une de vos associations, à appeler le service de M. Pateri pour dire « je viens ». D'ailleurs, M. Pateri, le Lamentin, Fort-de-France, etc., les autres communes peuvent intervenir sur cette nuit de solidarité ou uniquement... Alors, les personnes qui habitent, les Martiniquais peuvent venir, Voilà, mais là, en l'occurrence, ce sont ces communes de l'Espace Sud, parce que l'Espace Sud s'est engagé sur ce programme. D'accord. Alors, qu'aimeriez-vous dire, finalement, ce sera en guise de conclusion, à ces personnes qui hésiteraient? Moi, je dirais à ces personnes, Courtement, hein, c'est oui, possible. viens donner et tu verras ce que tu vas recevoir. Super. Merci beaucoup, Monsieur Mangata. Monsieur Guiteau. Je vais leur dire de briser le béton qui cache leur cœur, puisque je pense qu'ils ont un cœur en béton, et puis soyez plus sensibles vers ceux qui en ont besoin de l'énergie. Voilà, et transmettez cette énergie. Monsieur Guiteau, est-ce qu'on a un moyen de vous joindre? Ou est-ce que les gens m'appellent? Alors, soit on vous appelle, soit on m'appelle au 06 96 68 01 19 ou 06 96 07 61 76. Si on veut vous joindre, pour quelle que soit la raison, vous donnez un petit pal, comme on dit chez nous, pas de souci, à ce numéro. Très bien. On va terminer avec vous. Oui, tout simplement, je voulais simplement vous remercier parce que c'est bien ce que vous faites là. C'est une manière de promouvoir. Quand on parle de bénévolat, quand on dit ce qu'on est en train de dire, justement, je pense que ça peut inciter des gens à venir vers nous, à adhérer. Je dirais aux personnes de ne pas avoir peur de venir vers nous pour faire du bénévolat, quelques heures simplement par semaine, voire même par mois, ça suffit parce que c'est aussi une manière de prendre en compte les difficultés de la société. Vous êtes joignable à un numéro de téléphone? Donc, oui, c'est le 0596 73 85 13. Super. Merci beaucoup, Monsieur Marie-Magdeleine. Et Monsieur Pateri. La nuit de la solidarité, vous appelez 69 01 75. C'est bon, vous êtes sûr? C'est bon, Le oui. petit papier, non? J'ai vérifié. Vous avez vérifié. Très bien. Sur le site internet de l'Espace Sud. Très bien. Je voulais dire une dernière chose, ne donnez pas juste pour donner. Donnez, mais transmettez. Ils ont besoin de la joie, ils ont besoin d'un mot, d'un petit mot de bonjour, ça va. Il faut partager de l'émotion avec eux. Super. Voilà. Je n'ai rien à rajouter à ces mots de M. Guiteau, si ce n'est bonne soirée et continuez à prendre soin de vous. À jeudi prochain. Merci de nous avoir suivis.